Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Donc moi, effectivement, je suis biologiste de la reproduction et je consulte à l'hôpital Saint-Louis. Et je vois les patients avant les traitements, pendant les traitements et aussi après les traitements. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de la préservation de la fertilité avant une greffe et de la fertilité aussi après la greffe. Alors le plan de mon intervention, je me suis permise de refaire un petit résumé de la fertilité naturelle et voir comment les traitements atteignent cette fertilité. Ensuite, donc, le deuxième chapitre, c'est avoir un enfant donc après la greffe. Que faire? Alors, soit prévenir, soit voir ce qu'on peut faire avec la fertilité résiduelle. Et puis, juste 2 mots sur les autres modes de parentalité. Alors, la fertilité naturelle et son atteinte par les traitements. Donc, je commence par la femme. Alors, ici, je vous ai mis quelques petits schémas de l'appareil génital féminin. Donc, ce qui nous intéresse principalement ici sont les ovaires, hein, donc les organes qui contiennent les ovules, qui sont les cellules qui, avec les spermatozoïdes, donnent des embryons et des enfants. Ces ovules que vous voyez ici sous la forme de ces petits ronds violets ici, vous voyez, ne sont jamais isolés dans l'ovaire, sont toujours entourés d'autres cellules et l'ensemble, ce qu'on appelle un follicule. Et le follicule, en fait, c'est vraiment la structure extrêmement importante de l'ovaire, puisque ce follicule ovarien assure les 2 fonctions de l'ovaire, c'est-à-dire la fonction de procréation, par le biais de l'ovocyte, et d'autre part, donc, par le biais des cellules qui l'entourent, une fonction donc, de sécrétion hormonale qui agit sur plein d'organes cibles. Donc, c'est ce follicule ovarien, c'est lui qui risque d'être atteint. Alors, ce qui est important, c'est que les 2 fonctions, vous voyez, sont extrêmement liées. Dans l'ovaire, vous n'avez pas d'ovocyte isolé sans cellules autour. Et vous n'avez pas de cellules autour de l'ovocyte si vous n'avez pas de l'ovocyte au milieu. C'est vraiment un couple indissociable. Donc, quand les traitements atteignent les follicules, en fait, donc les 2 fonctions sont atteintes, à la fois donc la fonction de sécrétion hormonale et d'autre part, donc, la fonction donc de fertilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important chez la femme. Vous allez voir que chez l'homme, c'est différent. Donc chez l'homme, donc effectivement, les choses sont différentes. Donc les testicules sont situés ici dans les bourses. Et lorsqu'on regarde l'organisation des testicules, ils sont organisés en une espèce de petites logettes. Et dans ces logettes, vous avez des tubes. Et c'est au sein de ces tubes que sont élaborés, à partir de la puberté, donc les spermatozoïdes. Donc quand on regarde au microscope la constitution donc, de la paroi de ces tubes, où sont élaborés les spermatozoïdes, on s'aperçoit, vous voyez, qu'il existe des grandes cellules ici, qui servent un petit peu de support. Hein, c'est vraiment les murs hein, de ces tubes. Et entre ces cellules qui sont des cellules nourricières, vous avez donc les cellules qu'on appelle les cellules de la lignée germinale. Donc ce sont ces cellules qui vont, à partir de la puberté, donc donner des spermatozoïdes. Donc ces spermatozoïdes permettent d'avoir des enfants. Autre type cellulaire que l'on trouve dans les testicules sont des cellules qui sont en dehors des tubes, à proprement parler, qui sont dans le tissu environnant, un tissu qu'on appelle le tissu conjonctif, et sont ces cellules qui sécrètent des hormones. Donc vous voyez, contrairement à ce qui se passe chez la femme où les 2 fonctions sont liées, chez l'homme, en fait, les 2 fonctions ne sont pas représentées par la même structure, en fait, hein, puisque vous avez une structure donc intratubulaire, les spermatozoïdes, et une structure extratubulaire, les cellules qui sécrètent les hormones. Donc les traitements, en fait, donc, agissent sur essentiellement donc, les cellules de la lignée germinale, donc, qui empêchent donc, d'avoir des enfants. L'atteinte des cellules qui sécrètent des hormones est extrêmement rare, et c'est seulement on retrouve ces déficits de sécrétion hormonale quand les traitements sont extrêmement fortement dosés, que ce soit une radiothérapie ou une chimiothérapie. Donc le plus souvent, le seul effet secondaire des traitements chez l'homme, c'est la fertilité et non pas la fonction endocrine. Donc vous voyez, différence entre la femme où les 2 fonctions sont altérées en même temps. Chez l'homme, c'est principalement la fonction de procréation qui est altérée. Donc pour avoir des enfants après la greffe, que faire? Alors tout d'abord, donc, essayer de préserver la fertilité en vue d'une restauration de la fertilité après les traitements. Donc les techniques de préservation de la fertilité donc avant une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Alors les 2 techniques principales de préservation de la fertilité féminine, en fait, il y a soit
on congèle des ovocytes isolés et des ovocytes matures, c'est-à-dire les ovocytes qui sont prêts à être fécondés par des spermatozoïdes et à donner des embryons. Tous les ovocytes de l'ovaire ne sont pas prêts à donner des embryons tout de suite, notamment les ovocytes présents dans les tout petits follicules qu'on appelle les follicules primordiaux, donc vraiment le stade le plus préliminaire en fait de ce phénomène de maturation des ovocytes. Vous voyez ceux-là, et ceux-là, alors les schémas, hein, c'est ce que je dis tout le temps, sont toujours faux. Hein. Vous voyez celui-là, normalement, est 3 fois plus gros que celui-là, ce qui n'est pas forcément évident sur le schéma. Donc cet ovocyte, au sein de sa structure, hein, donc du follicule, se mature progressivement. Donc la première technique, enfin une des 2 techniques de préservation de fertilité, c'est de congeler donc des ovocytes mûrs matures, donc utilisables quasiment tout de suite pour nous biologistes de la reproduction, hein, tous les jours, pour aider des couples infertiles à avoir des enfants. On traite des ovocytes matures qu'on met en fécondation, on obtient des embryons et on les replace donc dans l'utérus. Et puis l'autre technique de préservation de fertilité, c'est de prélever donc un ovaire et de conserver la partie périphérique de l'ovaire qui contient tous les petits follicules de la réserve. En sachant que ces follicules de la réserve, qui sont nommés ici les follicules primordiaux, sont les plus nombreux, hein, il y en a plusieurs milliers. Et à partir de cette réserve, régulièrement, et là aussi à partir de la puberté, des follicules commencent leur croissance et un seul arrive à maturité par cycle, dans la physiologie classique. Puisqu'on est une espèce mono-ovulante, hein. En général, on a un enfant en même temps, on n'a pas à déporter comme les chats. Donc, voilà les 2 principales techniques de préservation de fertilité, soit le cortex ovarien, soit l'ovocyte isolé mature. Alors, en ce qui concerne la congélation de l'ovocyte isolé, dans la mesure où on est une espèce mono-ovulante, on fabrique un seul ovocyte mature par mois, ce qui est peu rentable, si je puis dire. Donc, pour obtenir donc plusieurs ovocytes matures en même temps, on fait avant ce qu'on appelle un traitement de stimulation de l'ovulation. C'est-à-dire que c'est un traitement hormonal, donc à base de piqûres en sous-cutané, qui amène à maturité en même temps plusieurs follicules ovariens. Ce qui permet donc, lors de la ponction des follicules, d'obtenir plusieurs ovocytes matures le même jour. Et ensuite, donc, on congèle ces ovocytes matures pour préserver la fertilité des patientes. Donc le délai de mise en route de toute cette procédure, c'est environ entre 15 et 21 jours. Et bien évidemment, cette procédure, on ne la fait que s'il n'y a pas de contre-indication, et notamment s'il n'y a pas d'antécédent de thrombose, hein, ce qui peut se passer dans le type de pathologie dont on parle aujourd'hui. Donc il faut absolument se méfier de ça, parce que le traitement de stimulation de l'ovulation est aussi un traitement qui peut engendrer donc des thromboses. Alors l'utilisation de ces ovocytes congelés, donc bien sûr on les décongèle, et puis ensuite on les traite en fécondation in vitro. C'est-à-dire que la fécondation va se passer en dehors du corps au laboratoire. Donc il existe 2 grandes techniques de fécondation in vitro, soit ce qu'on appelle la FIV, ou la FIVette, hein, vous avez forcément entendu parler déjà de ça, donc ce qui consiste à mélanger hein, au laboratoire donc les spermatozoïdes et les ovocytes. Et ensuite on laisse faire la fécondation. Et puis une autre technique a été mise en place plus récemment. Hein. Le premier enfant est né en 1994, et qui consiste, avec une petite pipette en verre, à prendre un spermatozoïde et aller le déposer dans chacun des ovocytes. Toujours dans le but donc d'obtenir des embryons. Et ces embryons sont transférés donc dans la cavité utérine. Donc, vous voyez, lors d'un examen gynécologique, ceci se fait en externe, en fait, en consultation. La congélation de cortex ovarien, elle nécessite donc une célioscopie, hein, donc une intervention chirurgicale qui se fait bien sûr sous anesthésie générale, qui peut s'organiser rapidement, hein, vraiment en une semaine on peut tout organiser. D'où le plus rapide qu'on ait fait, entre guillemets, hein, c'est un jour l'hématologue m'a appelé, j'ai vu la patiente le même jour, le chirurgien aussi, l'anesthésiste aussi, on l'a opéré le lendemain, le surlendemain, la patiente était à nouveau avec l'hématologue. Voilà, donc ça peut être une organisation extrêmement rapide quand les équipes sont très bien organisées et motivées. Et là aussi, par contre, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de contre-indication opératoire hein, pour proposer cette technique. Donc au laboratoire, on prépare l'ovaire, hein, puisque en général, lorsqu'on utilise cette technique, c'est que les traitements sont extrêmement toxiques pour la fertilité. Donc on prélève un ovaire entier, puisque le risque d'insuffisance ovarienne prématurée, c'est-à-dire l'absence de fonction ovarienne dès la fin du traitement, est extrêmement importante.
On prend un ovaire et pour le moment, aucune équipe au monde ne sait congeler de façon satisfaisante un ovaire entier. Parce que l'ovaire, c'est quand même un organe qui est relativement gros. Et nous, tout ce qu'on conserve dans le cadre de la biologie de la reproduction, on le conserve dans l'azote liquide. Donc un gaz liquide à moins 196 degrés. Et à cette température très basse, en fait, il faut protéger les cellules et les tissus qu'on conserve. Et les cryoprotecteurs, donc les substances qui protègent du froid, ne pénètrent pas bien dans un organe. Vous voyez, on ne congèle pas non plus dans l'azote liquide les cœurs, ni les reins. Voilà, parce qu'à cause de cette difficulté en fait, de protection des tissus à très basse température. Donc on prépare l'ovaire, on l'ouvre en deux, on retire donc la partie centrale de l'ovaire, on fragmente la partie périphérique qui contient les ovocytes, et on place chaque fragment dans un tube qui contient cette solution de congélation qui va les protéger. Pour utiliser ce cortex ovarien, en fait, la seule technique pour le moment qui est permis d'obtenir des enfants, c'est la greffe de cortex ovarien. C'est-à-dire qu'on décongèle les petits fragments, et puis, vous voyez, on les replace, en fait, là où ils étaient, là où l'ovaire qu'on a prélevé était, et aussi sous l'ovaire restant, ou dans l'ovaire restant, ça dépend des équipes chirurgicales. En termes de résultats, alors la congélation d'ovocytes matures, dans le cadre de la préservation de fertilité, qui est un cadre très particulier, je ne parle pas des résultats dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation pour des couples qui ont des soucis pour avoir des enfants. Donc, dans le cadre de la préservation de fertilité, il y a à peu près une cinquantaine d'enfants nés au monde. En ce qui concerne la congélation de cortex ovarien, il y a un peu plus de 130 enfants nés au monde, ce qui représente un pourcentage qui varie selon les publications scientifiques entre 21 et 31% de femmes qui ont eu toute cette procédure et qui ont eu au moins un enfant. Donc voilà les premiers résultats, en sachant que, vous voyez par exemple, le premier enfant né après greffe d'ovaire est né en 2004. Vous voyez, on n'a pas encore un recul extrêmement important de toutes ces techniques de préservation de fertilité, ce qui explique aussi, parce que ça vous paraît vraisemblablement mince en termes de résultats, ces résultats qui sont préliminaires, mais quand même tout à fait encourageants. Alors, les techniques de préservation de la fertilité masculine, donc là, si je puis dire, c'est peut-être un peu plus simple. Il existe deux techniques. Alors, la première technique consiste pour les patients adultes, au moins après la puberté, c'est de congeler donc, des spermatozoïdes dans l'éjaculat. Et puis, la deuxième technique, c'est de congeler aussi, donc, dans certains cas, des spermatogonies, donc les cellules souches qui vont donner donc, des spermatozoïdes. La conservation des spermatozoïdes donc, avant les traitements, donc ça, c'est quelque chose qui doit se faire systématiquement, qui est rapide à mettre en place, donc dans un sécos. Je pense que vous avez vraisemblablement entendu déjà cet acronyme. Et donc, le patient revient une fois ou deux, ça dépend de la qualité de son sperme, pour avoir le maximum de paillettes cryoconservées pour ensuite pouvoir les utiliser. Les résultats de cette technique de préservation de fertilité, les résultats sont comme dans le cadre de l'AMP, c'est-à-dire d'environ 30% de grossesse, donc après utilisation. Alors, ces utilisations de ces spermatozoïdes conservés dépendent, donc la technique qu'on va utiliser pour les utiliser, si je puis dire, dépend du nombre de spermatozoïdes cryoconservés. Ce nombre peut être extrêmement variable en fonction des patients. S'il y a de nombreux spermatozoïdes, on peut faire ce qu'on appelle des inséminations intra-utérines, c'est-à-dire, bien sûr, toujours décongeler les spermatozoïdes et puis, vous voyez, avec un tout petit cathéter souple, placer les spermatozoïdes dans la cavité utérine, donc après préparation des spermatozoïdes, pour que les spermatozoïdes puissent rencontrer donc, les ovocytes dans la trompe et ensuite donner des embryons et des enfants. Si la qualité des spermatozoïdes, ou au moins le nombre de spermatozoïdes est plus bas, soit on peut faire une fécondation in vitro, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou soit une ICSI, donc une injection en intracytoplasmique, donc d'un spermatozoïde dans chacun des ovocytes, pour obtenir des embryons, et ces embryons, donc on les replace toujours dans la cavité utérine. Alors, l'autre technique de préservation de fertilité masculine, c'est de conserver des spermatogonies, donc les cellules souches qui donnent des spermatozoïdes. Alors, cette cryoconservation de spermatogonies nécessite une intervention chirurgicale, donc avec un prélèvement au niveau du testicule, et on le propose s'il n'y a pas de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Il a été montré que même s'il n'y a pas de spermatozoïdes dans l'éjaculat, on pouvait trouver quand même des spermatogonies, voire aussi de temps en temps des spermatozoïdes dans le testicule.
Et aussi, on propose cette technique-là pour les patients qui ont déjà commencé une chimiothérapie, pour lesquels on ne peut plus conserver de spermatozoïdes, parce que ça altère la qualité des spermatozoïdes. Alors non seulement le nombre au bout d'un moment, mais immédiatement la qualité des spermatozoïdes. Donc on peut aussi proposer cette technique-là en cours de traitement. Alors pour utiliser ces spermatogonies, le but, c'est d'obtenir des spermatozoïdes. Et donc, soit on décongèle les petits fragments, soit on les replace dans le testicule, soit on isole les spermatogonies de ces petits fragments et on les réinjecte, vous voyez, dans tout ce petit réseau ici pour qu'elles viennent se replacer dans les tubes, pour qu'elles se remettent à fonctionner. Et puis, une autre technique, c'est de garder donc au laboratoire, en culture, ces spermatogonies pour les transformer en spermatozoïdes. Donc là, pour le moment, avec cette technique-là, il n'y a pas encore d'enfants nés dans l'espèce humaine. Là, c'est surtout une technique utilisée chez le petit garçon prépubère, et ça a été vraiment la première indication, et on s'est dit pourquoi pas l'utiliser aussi chez l'adultes quand, dans les situations dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire quand le patient a déjà commencé sa chimiothérapie ou quand il n'y a pas de spermatozoïdes au sein de l'éjaculat ou lorsque le patient ne peut pas faire de prélèvement de spermatozoïdes. Alors, l'autre possibilité aussi pour avoir des enfants après la greffe, et surtout dans le cas des aplasies médulaires, les traitements sont des conditionnements, dont vous a parlé Orlane, sont des conditionnements, alors moi je ne suis pas hématologue, mais voilà, ce sont des conditionnements qui sont atténués, qui sont moins forts que certains conditionnements pour d'autres pathologies. Donc il est possible en fait qu'il y ait une fonction gonadique résiduelle après les traitements. Donc là, il est important de l'évaluer, que ce soit donc chez la femme ou chez l'homme. Alors pour évaluer la fonction ovarienne résiduelle après un traitement chez une femme, alors déjà on s'aide de la clinique, déjà savoir si la patiente a des règles. Déjà si elle a des règles, ça montre que l'ovaire fonctionne. Alors ça ne veut pas dire que la femme soit fertile, parce que la fertilité d'une femme, c'est quelque chose qui ne se réduit pas au fonctionnement de l'ovaire. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme la qualité de l'utérus, comme la qualité du sperme du conjoint, de la patiente. Donc c'est vraiment quelque chose de très large, mais on peut évaluer donc la fonction ovarienne, comment marchent les ovaires, qui est quand même l'organe le plus altéré dans ces thérapeutiques. Alors il y a deux examens qu'on demande le même jour, si les patientes ont des règles, c'est-à-dire en début de cycle, donc à J3 du cycle, en sachant que le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. On demande à la fois une échographie pelvienne, pour regarder donc les petits follicules entre hommes, c'est ce que... Vous voyez ici les petites boules non échogènes, en fait, noires ici à l'échographie. Et puis un dosage d'une hormone qu'on appelle l'AMH, qui est l'hormone antimullérienne, qui est sécrétée par les petits follicules en croissance. Et ça évalue la proportion, la quantité de follicules primordiaux qu'on a dans les ovaires. Alors, ce sont des mesures indirectes, parce qu'on n'a pas de mesure directe du nombre, pour connaître le nombre de follicules qu'on a dans les ovaires encore. Sont deux marqueurs indirects parce qu'il existe une espèce de proportionnalité entre la réserve et le nombre de follicules en croissance. Parce que là, en fait, ce qu'on analyse, ce sont les follicules en croissance. Donc, plus on a une réserve importante, plus il y a de follicules en croissance, donc plus il y a de follicules à échographie, plus le dosage d'AMH est élevé, et inversement. Donc ça, c'est une façon d'essayer de cerner la qualité de la fonction ovarienne. Pour les hommes... pour l'étude de la fonction testiculaire, le meilleur des examens, c'est de faire un spermogramme. Pour rechercher donc la présence de spermatozoïdes, évaluer leur mobilité, leur vitalité et leur morphologie. Alors, s'il existe une fonction gonadique résiduelle, donc soit les patients ont une fertilité naturelle, il y a des patients qui ont des enfants spontanément, et aussi on peut leur proposer un recours à une assistance médicale, à une assistance médicale à la procréation pour les aider en fait à avoir des enfants avec donc leur fonction gonadique résiduelle. Dernier point et dernière diapositive, donc c'est les autres modes de parentalité. Alors il y a d'autres façons d'avoir des enfants, notamment le don de gamètes. Alors le don de gamètes est régi par actuellement trois principes qui vous entendez sûrement parler en ce moment, parce qu'il y a la révision des lois de bioéthique, en fait. Alors actuellement, le don de gamètes est volontaire. On ne peut pas forcer quelqu'un à donner ses gamètes. Il n'est pas payé. Le donneur ou les donneuses ne sont pas payés pour donner leurs gamètes. Et aussi, donc, le don, pour le moment, en France, est anonyme. Alors, comme je vous le disais, en ce moment, il y a les révisions de la loi de bioéthique. Et un des
des 3 principes, si je puis dire, de don de gamètes en France est battu en brèche, si je puis dire. Enfin, je ne sais pas si le mot convient bien, mais c'est l'anonymat qui est remis en question, puisque les enfants issus du don souhaitent accéder, enfin, en partie, donc, à l'anonymat donc, des donneurs ou des donneuses. Donc, pour le moment, c'est encore ces 3 critères qui régissent le don de gamètes, mais ça va peut-être changer l'année prochaine. Et puis, il y a aussi l'adoption, qui est aussi une façon d'avoir des enfants. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Dr Poirot, pour cette extrêmement claire présentation. Là encore, des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions? Si on fait une greffe de moelle, si on ne prend pas les précautions avant, on devient fertile? Alors, pas infertile. On devient stérile. Oui. Alors, oui. Alors, ça dépend du conditionnement, du type de traitement avant qui prépare à la greffe, en fait. Il y a différents types de traitements. Il y a des traitements qui sont, c'est ce que, les hématologues les appellent comme ça, des conditionnements réduits, en fait, atténués, qui ne sont pas forcément des traitements extrêmement toxiques pour la fonction gonadique. Et puis, il y a des traitements, des conditionnements pré-greffe de cellules souches hématopoïétiques qui sont dits myélo-ablatifs, où là, les doses de molécules toxiques, à la fois pour l'ovaire et pour les testicules, sont plus importantes. Et là, il y a vraiment un risque très important d'infertilité. Très bien. Écoutez, si vous le voulez bien, merci Madame encore pour votre exposé.